Les pierres qui pleurent. Information importante. Comme pour l'histoire précédente, une liste de vocabulaire avec une courte définition se trouve en description. Bonne vidéo! Au pays du soleil levant, avant même que ce ne soit un pays unifié et devienne le Japon, près du mont Amakazari, il existe des pierres qui pleurent, et leur légende est aussi belle que triste. La voici. Chapitre 1. L'enfant. Le prince de la région, répondant au nom de Akihiko Yoshida, était sur les routes depuis de longs mois. Comme chaque année, il se rendait de village en village afin de se maintenir au courant des diverses nouvelles et doléances de ses sujets, consignant chaque information sur des rouleaux. Celles jugées les plus urgentes étaient souvent traitées sur place directement, afin que l'attente pour les habitants ne soit pas trop longue. Comme par exemple, débloquer de l'argent pour refaire un pont ou une route, régler un différend entre deux individus ou honorer les dépouilles de ceux qui étaient partis cette année-là. Les autres étaient précieusement conservés pour qu'il puisse les relire au calme chez lui et ainsi savourer les histoires. Celles des naissances notamment, mais aussi les récits des sauvetages ou autres faits glorieux de ces villages. Mais après ces semaines passées, il commençait à ressentir la fatigue du voyage. Être prince n'était pas évident tous les jours, même s'il aimait la tâche qui était la sienne, celle de protéger et servir son peuple, le voir grandir et prospérer dans le respect des traditions et du code d'honneur qui les caractérisait et les unifiait. Malgré la fatigue, il était tout de même heureux parce que ce voyage était le dernier, avant plusieurs mois. C'était celui du retour dans sa demeure, où il allait enfin revoir sa femme, mais aussi sa fille bien-aimée. C'était une enfant pétillante et très enjouée. Son rire était comme le son d'une cloche, et qui rendait n'importe qui heureux dès qu'il l'entendait. Le prince avait hâte aussi de l'entendre expliquer ce qu'elle avait fait pendant son absence, écouter ses peurs, ses joies, ses bêtises, et ses progrès dans son apprentissage. Akihiko Yoshida pensait à toutes ces choses et anticipait la joie de ses retrouvailles lorsqu'il vit, sur le bord du chemin, à une centaine de mètres devant lui, un enfant entièrement habillé de gris, avec son menton sur la poitrine, comme s'il était triste. De plus, il ne bougeait pas d'un pouce. On aurait pu penser à une statue s'il n'avait pas ses vêtements qui bougeaient sous le vent. Le prince Akihiko l'appela gentiment au loin, mais l'enfant ne bougea toujours pas. Il finit par arriver à sa hauteur, il l'interpella à nouveau, seulement la tête de l'enfant resta comme figée sur sa poitrine. Le suzerain descendit donc de son cheval, il se retourna vers l'enfant, mais celui-ci avait disparu. À la place se trouvait une pierre ovale, grosse comme un poing, avec deux fentes obliques qui n'étaient pas sans rappeler des yeux fermés. Le prince la ramassa et chercha des yeux une trace de l'enfant, mais il n'y avait rien. Il reprit donc la route, la pierre dans sa poche. Chapitre 2. Les pierres. À peine recommença-t-il à avancer que l'enfant réapparut 100 mètres plus loin sur la route. Il était toujours dans la même position, le menton sur la poitrine, et ne bougeait pas. Le prince trouva ça étrange. Comment avait-il fait pour disparaître et apparaître plus loin sans faire de bruit? Qui était-il? Et que lui voulait-il? Il avança prudemment, s'arrêta à nouveau devant l'enfant, et cette fois-ci, essaya de lui toucher la tête sans descendre de son cheval. Au moment où sa main allait toucher les cheveux noirs, l'enfant disparut totalement, comme la fumée d'un encens sous le vent, laissant à la place une pierre identique à la première. Le prince ramassa la pierre et il vit l'enfant réapparaître 100 mètres plus loin sur la route. Il comprit alors qu'il était en présence d'un esprit et que celui-ci avait un message à lui communiquer. Mais il n'arrivait pas encore à le comprendre. Le manège se poursuivit ainsi tout le temps du trajet qui lui restait à parcourir. Le prince s'arrêtait devant l'enfant, il disparaissait en laissant une pierre ovale avec des yeux fermés dessus. Il la ramassait et l'enfant apparaissait plus loin sur la route. Akihiko Yoshida récupéra ainsi des dizaines de pierres toutes semblables. Il ne les mettait plus dans ses poches, mais dans un grand sac en toile qu'il laissait sur son cheval
Et pour éviter que l'animal ne se fatigue trop, le prince marchait à ses côtés. Le temps passa ainsi jusqu'à ce qu'il arrive devant les portes de sa très grande maison dans laquelle sa famille avait toujours habité depuis des siècles. Seulement, le message de cet enfant esprit et de ces pierres ramassées restait sans réponse. Chapitre 3. Une terrible nouvelle. Lorsqu'il poussa la porte de la cour, Akihiko Yoshida se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait personne pour l'accueillir et tout était trop calme, là où habituellement l'activité souvent était intense, malgré la nuit tombante. Il emmena son cheval aux écuries les plus proches pour qu'il soit pris en charge. Le palefrenier ne le regarda même pas dans les yeux et lui dit juste « Je suis désolé mon prince », avant d'emporter le cheval, laissant Akihiko face à lui-même et ses interrogations. Son pressentiment gonfla dans sa poitrine, comme une grosse pierre qui serait venue se loger dans son estomac et qui l'empêchait de respirer facilement. Sa gorge aussi était nouée. Il fallait qu'il trouve sa femme, ou n'importe qui, pour qu'on lui explique. Il se précipita alors dans la maison, ouvrant chaque porte dans le but de trouver quelqu'un. Mais il n'y avait toujours personne. Sa peur et sa colère grandirent en lui. Il serra les poings en criant dans la maison. Finalement, le prince arriva dans la grande salle où il recevait souvent ses sujets ou ses conseillers. Sa femme était là, prostrée sur le sol devant une boîte en bois peinte en blanc. Elle-même était habillée de vêtements blancs. Et dans la boîte, il vit le visage de sa fille, pâle et immobile, sans vie. Akihiko Yoshida voulut hurler son prénom, mais aucun son ne sortit de sa gorge devenue sèche et râpeuse. Il s'avança en titubant, cherchant à respirer un air qui semblait le fuir. Sa bouche faisait comme les carpes de son jardin, s'ouvrant et se fermant sur du vide. Il tomba à genoux devant le cercueil et tendit une main vers le visage de sa fille. Il frôla du bout des doigts sa mâchoire. Il tressaillit en sentant le froid glacé de sa peau. Une goutte tomba sur ce visage immobile. Pendant une seconde, le prince se demanda d'où elle pouvait provenir, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était lui qui pleurait. Après des heures à rester ainsi, berçant et pleurant la mort de sa fille, Akihiko Yoshida se détacha d'elle doucement pour s'approcher de sa femme, toujours étendue sur le sol. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, la voix enrouée de chagrin. Sa femme releva son buste péniblement. Son visage, d'habitude si calme et si doux, était creusé par la fatigue et la tristesse. Ses yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré accentuaient les rides de sa peau. Elle paraissait avoir vieilli d'un coup. « Elle a voulu escalader un grand érable du jardin », répondit-elle d'une voix pâle, presque absente. Je ne voulais pas et lui ai dit de redescendre immédiatement. Seulement, elle ne m'écoutait pas et elle est montée plus haut encore, refusant de descendre. J'ai donc été chercher un des jeunes soldats pour qu'il grimpe à son tour et ainsi la faire revenir. Mais lorsque nous sommes arrivés, elle était par terre, étendue et sans vie, une branche morte dans ses mains. Sûrement s'y est-elle agrippée et le bois s'est cassé, la faisant ainsi tomber lourdement sur le sol. Depuis quand est-elle morte ? Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un messager pour me prévenir ? Ça s'est passé tôt ce matin. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps d'envoyer quelqu'un. J'ignorais que tu rentrais aujourd'hui. Je voulais vous faire une surprise à toutes les deux. Et ils se turent, relaissant leurs larmes couler silencieusement, chacun perdu dans son chagrin et ses noires pensées. Chapitre 4. Le rêve. Une semaine après son retour, après de longues journées de préparation pour la cérémonie d'incinération, le prince se coucha, très fatigué. Il rêva alors de sa fille. Elle était comme dans son souvenir, pleine de vie et pleine de joie. Akihiko Yoshida l'appela, heureux de pouvoir la revoir, mais elle se mettait à courir et à sauter dans toute la maison en riant. Il la poursuivait et à chaque fois, elle s'échappait d'un bond. « Attends-moi !» disait-il. Mais la fillette courait plus vite encore, rigolant toujours, jusqu'à ce que finalement, il s'arrête de la poursuivre. Il vit alors quelque chose à ses pieds. C'était une pierre, comme celle qu'il avait ramassée le long du chemin, ovale avec des yeux fermés dessus. Mais cette pierre-ci pleurait. Akihiko Yoshida releva la tête et sa fille se trouvait devant lui,
entièrement habillé de gris. Alors il reconnut l'enfant de la route. C'était sa fille qui le guidait et l'incitait à rentrer avec ses pierres. Elle lui prit la main et le guida. Le lieu changea soudainement et il se retrouva devant un grand érable, celui duquel sa fille avait eu son accident et était morte sur le coup. Elle lui prit la pierre présente dans son autre main et qui pleurait toujours pour la poser devant l'arbre. Elle se tourna vers lui sourit tendrement avant de disparaître en fumée grise. Le prince se réveilla en sursaut et il sut ce qu'il avait à faire. C'était comme une évidence maintenant. Il récupéra le sac qui contenait les pierres et sortit avec. Il alla jusqu'à l'arbre et disposa les pierres une à une à côté du tronc jusqu'à former un monticule. Puis il rentra pour débuter la cérémonie d'incinération. Plus tard, dans la journée, alors que les cendres de sa fille étaient encore chaudes dans l'urne, il les prit et avec sa femme, il les déversa sur les pierres. Celles-ci se mirent alors à pleurer tout en même temps. L'eau forma d'abord une petite mare tout autour, avant de s'écouler en un ruisseau d'eau claire et descendre le flanc de la montagne sur laquelle la maison était construite, formant une cascade. Épilogue. Ces pierres pleurent toujours aujourd'hui, sous cet arbre millénaire maintenant. Or, si jamais quelqu'un enlève une seule pierre de ce monticule, toutes les autres s'arrêtent de pleurer en même temps. Mais le plus surprenant est que cette eau est légèrement salée, comme celle des larmes. Il paraît même qu'en boire une gorgée permettrait d'apaiser le deuil d'un être cher. Fin, et à bientôt pour une nouvelle histoire.